Aux antipodes de la ville néo-cybernétique dite intelligente, nous allons aujourd'hui nous intéresser au Bangladesh. Alors, pourquoi le Bangladesh ? Eh bien parce que notre équipe a eu la chance de s'y rendre récemment et que nous avons pu y constater l'émergence d'une véritable pensée architecturale alternative, qui diffère grandement des options privilégiées en Occident. Avec les bouleversements environnementaux sans précédent dont nous sommes témoins, et avec l'approche du Congrès climatique international, il nous a paru bénéfique d'observer plus en détail cette surprenante perception du monde propre au Bangladesh. Quasiment enclavé dans l'Inde, prise en tenaille entre la République indépendante d'Assam et les provinces indiennes isolées de l'ouest du Bengale, le territoire du Bangladesh s'est progressivement délité au cours du XXIe siècle, sous la conjonction de deux facteurs, l'un naturel et l'autre humain. La dernière décennie a vu l'identité même du pays, tant sociale que territoriale, réagir à ces bouleversements en mutant pour s'adapter aux nouvelles configurations en place. Alors, voyons dans un premier temps la nature de ces changements, pour ensuite étudier ensemble certains moyens mis en œuvre pour y répondre. Bordé par les hauts plateaux indiens au sud et birmans à l'est, le Bangladesh est un pays plat qui se situe majoritairement à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est installé à la confluence des 3 plus grands fleuves du monde, le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna, et est par ailleurs traversé par plus de 300 rivières. C'est donc un pays deltaïque où la frontière entre la terre et la mer n'existe pas réellement, ce qui explique que ses habitants ont depuis des siècles appris à cohabiter avec l'eau. Historiquement, les habitants du Bangladesh ont vite su apprivoiser le réseau hydrographique local et intégrer l'eau au fonctionnement de leur société, comme source de nourriture, bien sûr, mais également comme moyen de transport puisque l'agriculture et le commerce bangladeshi se développent très tôt et sont les principaux moteurs de développement de la région. Les moussons régulières et les crues cycliques sont prises en compte pour irriguer les terres, fertiliser des districts entiers et développer la riziculture. Mais cet aspect positif est, comme bien souvent, tempéré par une autre réalité de l'eau, plus destructrice. Avec 85% de son territoire inondable, le Bangladesh a les pieds dans l'eau. Les activités humaines sont contraintes par les cycles de submersion, ce qui n'est pas sans poser d'importants problèmes logistiques. Les 180 millions d'habitants du pays, répartis de la chaîne de l'Himalaya au nord à la baie du Bengale au sud, se hissent au sommet de talus de terre nommés Killa. Ils sont familiers de la bipolarité de l'eau, comme des deux faces d'une même médaille. Car d'une part, l'eau est borsha, généreuse et conciliante, qui est indispensable à la croissance, au foisonnement de la vie, qui fertilise et nourrit la terre, et c'est bien de borsha que parlent volontiers les Bangladeshis quand ils évoquent la richesse de leur écosystème aquatique dont ils sont chaque jour un peu plus privés. Mais l'eau, c'est également bona, impulsive, destructrice, qui vient cycliquement emporter les infrastructures, les récoltes et même les habitants. Alors, pendant des siècles, l'équilibre entre borsha et bona était maintenu, à la fois par les mécanismes de régulation de l'écosystème lui-même, mais également par une intelligence gestionnaire humaine tenant à la fois du simple bon sens et du lien particulier qui unit les Bangladeshis à l'eau. Mais la situation a changé au cours des dernières décennies. Malgré la résilience dont font preuve les habitants du Bangladesh, le cycle vertueux de l'eau s'est dégradé, devenant de plus en plus imprévisible. Les courants ont peu à peu détérioré en profondeur le territoire et le pays a dû se soumettre progressivement à la violence des éléments naturels. Le Bangladesh, après des siècles de résistance, s'est ainsi vu rebaptiser le pays des fleuves fous. Et l'eau, douce comme salée, est aujourd'hui une véritable menace.
Prise en tenaille entre les fontes massives des glaciers de l'Himalaya et la montée des eaux de l'océan Indien, le secteur bangladeshi est désormais régulièrement submergé. Les inondations se sont intensifiées tout au cours du XXIe siècle, partant d'une période décennale, c'est-à-dire une crue tous les 10 ans, à une moyenne annuelle de 4 crues par cycle. Parmi les 20 plus grandes tempêtes des 50 dernières années, on en compte 7 rien qu'au Bangladesh. Et cet état de fait a un coût démesuré, qui frappera sans doute les consciences. Plus de 500 000 victimes en 10 ans, suivant le dernier rapport de l'Institut mondial du climat. Ce même rapport estime qu'entre 1980 et 2023, ce sont plus de 400 désastres naturels qui ont eu lieu dans la région du Bangladesh, causant de nombreuses victimes et affectant durablement la vie des centaines de millions d'habitants de la région. Les cyclones ont à eux seuls causé la mort de 240 000 personnes rien que pour l'année 2042. Alors, comment évolue un territoire soumis aux éléments ? Eh bien, pour le comprendre, nous allons devoir faire un peu de climatologie et d'hydrologie. Le Bangladesh se situe au nord d'une zone océanique complexe où la circulation des flux, maritimes mais aussi atmosphériques, favorise la création de cyclones. Lorsque ces cyclones frappent les côtes du Bengale, ils repoussent la mer vers le nord, au point que ces masses d'eau salée débordent les deltas et remontent le cours des fleuves. Au fil des années, la violence croissante des cyclones provoqua ainsi une salinisation des terres intérieures, d'autant que l'effondrement des berges naturelles et des digues construites par l'homme, sous la poussée de ces phénomènes climatiques, mit à genoux toute résistance face à ces marées internes. Les terres agricoles devinrent donc improductives et les infrastructures bâties peu à peu, abandonnées et détruites. La hausse du niveau de la mer due au réchauffement climatique finit par provoquer l'inondation durable d'hectares entiers de terres arables. S'adaptant à ces nouvelles conditions, les agriculteurs bangladeshis s'habituèrent à reconvertir leurs anciennes rizières en enclos pour la pisciculture et l'élevage de crevettes, favorisés par l'augmentation du taux de sel dans l'eau. C'est ainsi par exemple que la forêt aquatique des Sundarbans, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et néanmoins durement touchée par ces processus de salinisation, fut entièrement reconvertie pour l'élevage de crustacés, dont le Bangladesh est désormais l'un des premiers exportateurs, juste derrière la Chine, mais devant le Japon. Et si les conséquences économiques pour le pays furent positives, et qu'on peut saluer au passage l'adaptabilité des populations locales, il convient pourtant de rappeler que cette métamorphose a eu un prix, celui de la transformation biotique de ce pays verdoyant et fertile en un vaste marais salant dédié à la production industrielle. En 2043, conformément aux prévisions statiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Bangladesh a ainsi perdu près de 17% de son territoire, et 40 millions de ses habitants ont vu leur niveau de vie descendre sous le plancher de précarité, sans domicile, sans terre, et sans moyens de subsistance réels. Alors, c'est en partant de ce constat que les structures étatiques et civiles du Bangladesh, avec le soutien d'organisations internationales, ont mis en place un véritable plan d'adaptation, de réorganisation des conditions locales. Le mot d'ordre de ce programme, ou plutôt de cette série de mesures plus ou moins organisées qui ont éclos dans la première moitié du XXIe siècle, est un véritable retour au territoire. Dans la recherche, non pas d'une lutte contre l'eau, dont l'histoire récente a prouvé qu'elle serait vaine, mais plutôt d'une sorte de syncrétisme entre l'élément aquatique et l'homme. Cette reterritorialisation s'oriente autour d'un axe majeur qui est celui de l'emploi de l'eau. Alors nous voyons que cette méthode n'est pas sans nécessiter la réinterprétation du patrimoine culturel et immatériel du Bangladesh, en questionnant la place de l'eau dans la vie quotidienne, et ce dans ses deux aspects, positifs d'une part, destructeurs d'autre part. Le pays affiche une volonté très forte de se tourner vers l'avenir, en cohabitant avec les éléments naturels, et a donc décidé d'employer un élément présent dans l'eau et jusqu'à très récemment décrié, à savoir le sel. Par la force des choses, les habitants du Bangladesh ont vu leur paysage muter et être envahis par le sel, qui est devenu un élément incontournable et finalement une ressource.
Après plusieurs années de recherche et de développement, le pays est aujourd'hui capable de reconfigurer ses techniques en employant le dessalement de l'eau de mer pour transformer la saumure en matériau de construction. Cette eau, saturée en chlorure de sodium et autres sels minéraux, est maintenant traitée de manière à cristalliser les éléments dissous. La technique améliorée, appelée électrodialyse, sépare les ions positifs et négatifs en les fixant sur deux électrodes entre lesquelles circule un courant électrique. L'eau de mer, coincée dans un canevas de membranes alternativement positives et négatives, devient une saumure saturée, récoltée et directement prête à l'usage. Au cours de cette cristallogénèse, le sel est transformé en une matière métabolique durcie à des niveaux approchant la pierre. L'élément s'hybride et se répare de lui-même par la circulation constante de fluides saturés qui déposent inlassablement de nouveaux cristaux. Cela fait maintenant 10 ans que le gouvernement du Bangladesh favorise l'emploi de cette technique. Grâce à ce nouveau concept d'architecture et à ses applications directes, 25 000 abris ont été construits sur le littoral du golfe du Bengale, constituant de micro-sociétés offshore surélevées par rapport au niveau de la mer, construites pour moitié en béton et pour moitié en sel cristallisé. Ces groupements humains reconquièrent peu à peu des secteurs abandonnés en hébergeant de nouvelles formes de sociétés, permettant à la vie de s'émanciper à l'abri des éléments naturels. Alors nous l'avons vu, l'ingéniosité des acteurs de la vie publique qui organisent une certaine forme de coévolution au Bangladesh est bien réelle. Puisque cette introduction à l'histoire du pays touche maintenant à sa fin, nous allons pouvoir étudier en détail comment la cristallogénèse a permis de se réapproprier cette vaste étendue d'eau salée qu'est devenue le Bangladesh.